Ce qui est important de comprendre en démarrant, c'est que la géologie du Québec est ancrée dans la géologie du reste de l'Amérique du Nord. Donc, quand je vais parler tout à l'heure des différents domaines géologiques, les formations, les âges et tout ça, il faut comprendre que ce qu'on voit présentement, c'est le territoire ou la péninsule Québec et Labrador, mais il faut comprendre que ça se prolonge vers le sud-ouest dans le contexte nord-américain. Si on commence par, je dirais, Sa Majesté, l'élément qui est le plus important, je dirais, pour le territoire québécois, qui recouvre, qui affecte la majorité du territoire québécois géologiquement, c'est le bouclier précambrien ou le fameux bouclier canadien, et dont on voit là, les différentes sous-unités dans la figure ici. Si on démarre avec le plus ancien, c'est l'unité ou la province qu'on appelle le supérieur, qui est vraiment dans la partie ouest ici, ce qu'on voit, là, qui va même jusque dans le nord de la péninsule d'Ungava. Ça, c'est la fraction la plus ancienne du bouclier précambrien, qui a un âge archéen. Donc, on parle des roches qui ont au-delà de 2,5 milliards d'années en âge. Donc, c'est des roches très anciennes. Et comme on va parler tout à l'heure, peut-être, je le mets avec un point d'interrogation, peut-être les roches les plus anciennes au monde. Et donc, cette province du supérieur inclut, dans la partie sud-ouest que je suis en train de pointer ici, la fameuse ceinture de roches vertes de l'Abitibi, qui est un des endroits au monde où on a beaucoup de mines, des mines d'or, d'argent, de nickel, de cuivre, zinc, donc des métaux de base. Et ça, c'est depuis le début du 20e siècle. Donc, c'est une unité géologique qui a joué un rôle, évidemment, primordial dans le développement du territoire du Québec, historiquement. Et il y a une raison pour ça, c'est des roches donc très anciennes. On a beaucoup de gneiss granitiques, s'il y en a qui connaissent un peu, mais on a aussi des roches qu'on appelle des roches vertes, donc des roches, des basaltes qui ont été un peu altérés, avec justement des épisodes hydrothermaux. On a des vieilles laves très, très chaudes, des laves ultramafiques qu'on appelle des comatites qu'on n'observe plus aujourd'hui, mais qui, dans des temps très anciens, pouvaient encore se former à surface. Et on a de ce genre de roches-là. Et donc, on a différents types de gîtes minéraux dans cette unité-là. Et ce qu'on voit aussi, ce qu'on voit en jaune un petit peu plus pâle puis un petit peu plus foncé, c'est les fosses du Labrador qui est ici et la fosse de l'Ungava qui ont des âges un tout petit peu plus récents, là, fin de l'Archéen, début du Protérozoïque, et qui aussi contiennent des gîtes, par exemple, de fer, des formations de fer qui datent d'environ 2 milliards d'années avant aujourd'hui, et encore une fois, qui ont été le site de plusieurs mines qui ont été développées au 20e siècle. Et la partie en rose qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le Grenville. Donc, c'est une très ancienne chaîne de montagnes qui a un âge, on dit néo-protérozoïque, mais pour simplifier, je dirais environ 1 milliard d'années avant aujourd'hui, et qui, selon les roches qu'on y a trouvées, suggère que c'était une ancienne chaîne de montagnes qui faisait entre 10 000 et 12 000 mètres d'altitude. Presque une fois et demie, on pourrait dire l'Himalaya. Une fois et demie l'Himalaya, ou plus haute que la chaîne de l'Himalaya actuelle. Et cette chaîne-là, comme on le voit sur la carte ici, s'étend du nord-est de la péninsule du Québec-Labrador, et elle descend vers le sud-ouest, vers une partie là, des États-Unis même. Et donc, si on rassemble tout ça ensemble, le supérieur, la province de Churchill, qui est la fosse d'Ungava et la fosse du Labrador, et le Grenville, on a finalement toutes les roches précambriennes qu'on appelle collectivement le fameux bouclier canadien. Et donc, ça, c'est l'ossature, c'est le socle. C'est le socle du Canada, d'une partie des États-Unis. Ça, c'est la partie qui fait la majeure partie du territoire du Québec et de la province voisine de l'Ontario, une bonne partie du Manitoba aussi. Donc, je dirais, il y a une bonne moitié du territoire du Canada qui est le bouclier canadien, la fameuse et l'interminable forêt boréale d'est en ouest,
et s'est développé là-dessus aussi, des millions de lacs et tout ça. Donc, c'est vraiment ce qui fait les paysages typiques de la portion nord de la vallée du Saint-Laurent, on pourrait dire, partout au Québec. Et si on va au sud maintenant, le long de la vallée du Saint-Laurent et au sud, là, on a des roches un tout petit peu plus jeunes qui datent du Cambrien, Ordovicien en montant jusqu'au Carbonifère et Permien, donc ce qu'on appelle le Paléozoïque, qui couvre des roches, qui contient des roches qui vont de environ 500 millions d'années avant aujourd'hui jusqu'à, on pourrait dire, pas tout à fait 300 millions d'années. Et on pourrait dire qu'il y a deux unités principales. Donc, ce qui apparaît en bleu ici, la plateforme du Saint-Laurent, donc les villes de Montréal et Québec se situent dans ce contexte-là. Donc, la vallée du Saint-Laurent dans la portion sud-ouest du territoire du Québec. Et aussi, j'attire votre attention parce qu'on va en reparler tout à l'heure, l'île d'Anticosti qui est aussi dans ce contexte-là. Donc, une plateforme de roches sédimentaires, beaucoup de calcaire, des roches sédimentaires de cet âge-là, cambrien, ordovicien, qui contiennent beaucoup de fossiles et des roches donc non déformées, souvent à l'horizontale, ce qui n'est pas le cas des Appalaches qui sont situées ici là, dans la portion sud-est. Et ça aussi, c'est une ancienne chaîne de montagnes qui a été érodée depuis, qui est un peu l'équivalent des chaînes calédoniennes et hercyniennes, je crois, en Europe. Tout à fait. Oui, et qui sont constituées là, de roches sédimentaires avec un peu de roches volcaniques à travers ça, donc des roches métamorphisées aussi au faciès de schiste, beaucoup de schiste dans les Appalaches, donc des roches déformées, des nappes de charriage, des roches parfois à la verticale. Il y a failles? Oui, des failles beaucoup, des failles de chevauchement. Ouais. Et même quelques petites écailles d'anciens planchers océaniques, les fameuses ophiolites. Il y en a, d'ailleurs, dans l'Estrie, pas très loin je dirais, entre Sherbrooke et Québec, dans une région qui s'appelle Thetford Mines, il y a des belles séquences d'ophiolites qui incluent d'ailleurs des basaltes coussinés d'un âge ordovicien, je pense 480 millions d'années. Magnifique, super beau à voir le long de la route. Et donc il signe une fermeture océanique, quoi. Voilà, exactement. Et donc ça s'est fait, la fermeture, c'est un ancien océan qu'on appelait l'océan Iapetus, qui s'est refermé donc en plusieurs phases, mais dont la fermeture finale, on pourrait dire, était à la fin du Paléozoïque et au début du Mésozoïque. Donc, on parle de 250 à 300 millions, pas tout à fait, d'années avant aujourd'hui. Donc, ça, c'est le contexte général, je pourrais dire. On a un patrimoine géologique, je dirais, assez riche au Québec. Première diapo que je voulais montrer, c'est une ceinture de roches vertes. Donc, la ceinture de roches vertes de Nuvvuagittuq, qui est située, là, vous voyez ici, près du village inuit d'Inukjuak, dans le nord du Québec, une région qu'on appelle le Nunavik. Et ce sont des roches, donc, surtout beaucoup de basaltes, même chose, comme on disait tout à l'heure, des métabasaltes, donc des basaltes altérés avec de la chlorite, des anciens planchers océaniques. Il y a quelques formations de fer rubané aussi dans la région. Et ce sont des roches qui ont été étudiées à la fin des années 90, début des années 2000, pour lesquelles on avait donné des âges, une datation de 3,75, 3,8 milliards d'années avant aujourd'hui, basée sur des zircons, la datation de zircons par des méthodes plutôt conventionnelles. Mais au début des années 2000, il y a des chercheurs de l'Université d'Ottawa, entre autres, qui ont proposé avec une autre technique de datation basée à partir du néodymium, samarium, enfin des isotopes que je connais beaucoup moins. Oui, moi non plus. Et ils ont proposé qu'il pourrait y avoir certaines inclusions de ces roches-là qui pourraient être aussi anciennes que 4,28, c'est-à-dire 4,3 milliards d'années avant aujourd'hui, ce qui en ferait les roches les plus vieilles sur Terre pour l'instant. Les Australiens, ils ne doivent pas être contents. Hein. Les Australiens ne seraient pas contents. Je dirais les Canadiens côté. Dans l'ouest du Canada, il y a le gneiss d'Acasta dans les territoires du Nord-Ouest qui a été daté dans des zircons
datées à environ 4 milliards d'années, donc ou 4,1, pas tout à fait. Il y a des roches au Groenland aussi, je crois, Asua, la formation d'Asua, qui vont pas très loin de 3,8, 3,9, pas tout à fait 4 milliards. Donc, depuis environ une quinzaine d'années, je dirais que ça joue au ping-pong entre les publications scientifiques. C'est controversé encore, mais on pourrait dire qu'il y a un bon candidat dans le nord du Québec pour les plus vieilles roches sur Terre. Et en plus, fait particulier de ces roches-là, on a aussi observé dans ces roches-là des filaments, des genres de structures en filaments ou en nodules qui pourraient même suggérer qu'il s'agissait de certaines molécules contenant du carbone ou des molécules organiques qui pourraient être associées à des ancêtres de la vie, mais ça, encore une fois, c'est très... Les briques du vivant. Ouais, voilà, les petites briques du vivant. Donc, ça se pourrait que non seulement ce soit les roches les plus anciennes, mais qu'en plus, ce soit des roches qui contiennent des traces très primitives de la vie naissante autour de 4 milliards d'années avant aujourd'hui. Ah, elles sont précieuses, hein, ces roches. Elles sont très précieuses et là, je suis un peu, c'est un peu dommage de mentionner que depuis cette année, malheureusement, depuis février, je crois, de cette année, le site a été fermé parce que, justement, c'est un site qui était devenu trop populaire et il y a des équipes qui sont allées et qui ont prélevé tellement de morceaux de roche. D'échantillons, d'accord. Qui ont un peu saccagé le site et la communauté inuit, avec raison, je les comprends, la communauté inuit a mis un terme à ça parce que non seulement le paysage est un peu... Ils ont vu apparemment des échantillons qui étaient en vente sur Internet à des prix exorbitants. Donc franchement, ils ont dit « OK, on arrête ça ». Puis jusqu'à nouvel ordre, donc, il n'y aura pas d'accès public pour le site. En dehors des chercheurs, quoi. Même pour les chercheurs, ça va être fortement limité, je crois. Ah oui, d'accord. L'objectif, je pense, à long terme, c'est de faire une espèce de réserve naturelle, un parc, je ne sais pas ce serait quoi la forme exacte, mais de vraiment restreindre l'accès puis que les gens puissent y aller, mais sans prélever des échantillons. Je vais mentionner 2 exemples aussi qui sont fort intéressants. À part la ville de Québec, le centre-ville de la ville de Québec, d'où je viens, il y a une partie du centre-ville qui est dans le patrimoine mondial, le patrimoine culturel de l'UNESCO. Mais on a aussi au Québec 2 sites qui sont dans le patrimoine naturel de l'UNESCO. Et un exemple qui est le plus récent, ça a été accepté il y a à peine 1 an et demi, c'est l'île d'Anticosti dont je parlais tout à l'heure, donc dans la plateforme du Saint-Laurent, qui a été acceptée en septembre 2023. Et ce sont comme on le voit sur la photo ici, ce sont des roches surtout calcaires, très riches en fossiles et qui témoignent de la fin de l'Ordovicien. Et ce qui est intéressant dans le cadre de la fin de l'Ordovicien, c'est que c'est la fin de l'Ordovicien, c'est la première grande extinction biologique majeure. Il y en a 5. Ces grandes extinctions-là, la plus récente et la plus connue étant celle de la fin du Crétacé, là, avec la fin des dinosaures, entre autres. Mais la première, où il y a quand même eu 85% apparemment des espèces qui sont disparues, c'est la fin de l'Ordovicien. D'accord. Alors, est-ce que vous allez avoir un clou d'or? Là, pour l'instant, je crois que le clou d'or ou le Golden Spike est ailleurs pour la fin de l'Ordovicien, mais à tout le moins, il y a toutes les berges, en fait, tout le tour de l'île d'Anticosti qui a été inclus dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces roches-là affleurent, donc des roches sédimentaires qui affleurent partout autour de l'île, qui affleurent le long des falaises, le long des rivières. Et si on additionne toutes les formations, cumulativement, ça fait presque 1 kilomètre d'épaisseur. Apparemment, un 900 quelques mètres. Et on a toute la fin de l'Ordovicien jusqu'au début du Silurien, presque 10 millions d'années. Et sans lacune importante. Et encore, oui, c'est ça. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le site a été accepté, la proposition a été acceptée. C'est l'endroit au monde où on voit le mieux les assemblages fossilifères de la fin de l'Ordovicien et du début du Silurien. On voit très bien l'extinction majeure. Il y a des brachiopodes, des trilobites, je ne suis pas paléontologue, mais on a documenté environ 1400 espèces végétales et animales dans les calcaires fossilifères de l'île d'Anticosti.
Ah Et oui. ça fait en sorte que c'est franchement un site qui est intéressant et qui vient compléter un site qui est un peu plus connu parce qu'il est dans le patrimoine depuis une bonne vingtaine d'années. 1999 ou 2000, c'est le site du parc de Miguacha qui est situé dans la portion sud de la péninsule de la Gaspésie, comme on voit ici. On est dans le contexte des roches des Appalaches. On est aussi dans le Paléozoïque, pardon, mais on est dans le milieu du Paléozoïque, ici, dans le Silurien dévonien. Les fameux poissons, ils sont importants, ces poissons-là, parce qu'ils sont très, très bien préservés. Il y en a une quantité phénoménale dans les falaises qu'on voit ici à l'écran. Ah Et oui. ces poissons-là, en fait, il y a certaines espèces qui ont non seulement des branchies, mais aussi des poumons, ou enfin La sortie, l'ancêtre, ouais, ouais, l'ancêtre sortie du des os. poumon. Et Mmh. les nageoires commencent à avoir des structures apparentées à certains ossements des membres. Donc, c'est un peu les ancêtres de ce qu'on appelle les tétrapodes, les premiers vertébrés qui vont sortir de l'eau tranquillement quelques Mmh. millions d'années plus tard et qui vont commencer à donner, par exemple, les amphibiens ou les reptiles. Donc, c'est un jalon, c'est un moment important Ouais, l'évolution de la vie ouais. sur la surface de la planète. Et c'est pour ça que le site de Miguacha est très intéressant. Je le mentionne rapidement parce qu'en Europe, en France, en Angleterre, il y a beaucoup de roches du Mésozoïque, Jurassique, Crétacé. Au Québec, on n'a presque rien. Ça a tout été érodé par les dernières glaciations, mais on a quelques vestiges de la géologie du Crétacé, par exemple, il y a 120 à 140 millions d'années avant aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle les collines montérégiennes. Donc, on les voit ici, là, Ouais, elles ces se petits îlots distribuent. là. Oui, des petits îlots en rouge, comme vous voyez là, qui se Ah ouais. distribuent d'ouest en est. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y en a à peu près la moitié qui est dans la portion que vous voyez en jaune ici, donc qui sont situés dans la plateforme, géologiquement dans la plateforme du Saint-Laurent, et l'autre moitié, où il y en a un autre paquet qui est plutôt situé dans les L'Appalache. Appalaches. Et ça, Mmh. ça se voit même sur Google Maps ou Google Earth, Ouais. c'est-à-dire que si je prends par exemple, vous avez un petit zoom de Ouais, trois c'est ça. montérégiennes ici. Le mont Yamaska, qui est plus à l'est, lui, il est encore situé dans la portion en vert, donc dans les Appalaches. On voit que le terrain, la surface est différente par rapport à Oh. le mont Rougemont puis le mont Saint-Hilaire, qui, Ah ça ces va ça deux-là. ça va plaire à Fabrice ça. Oh Ben ça oui, va ça, plaire à Fabrice. on voit même, si vous suivez le pointeur Oui, laser ici, ouais. on a littéralement la limite entre la plateforme du Saint-Laurent et les Appalaches, c'est-à-dire ce qu'on appelle la faille Logan, qui sépare Et ces et deux provinces géologiques-là. et ces monts ont une altitude de combien? C'est des monts d'altitude? Sont pas très élevés, Oui, c'est souvent la centaine ou deux, tu sais, d'accord. entre 100 et 200 mètres d'altitude. Et en fait, ces monts-là, contrairement à ce qu'on voit ou ce qu'on lit, parfois, il y en a qui disent, ah, c'est peut-être d'anciens volcans. Non, c'est pas ça. C'est vraiment d'anciennes chambres magmatiques ou d'anciennes cheminées magmatiques, comme on voit ici, qui témoignent du passage de la plaque nord-américaine au-dessus d'un point chaud à cette Ah époque-là. oui! Et donc, c'est pour ça que les collines se distribuent d'est en ouest. Ça Ah illustre oui! un peu le mouvement Avec, de la plaque ouais. nord-américaine. Et le schéma qui est ici montre un peu comment ça s'est formé, c'est-à-dire ce sont des roches magmatiques intrusives qui se sont formées dans la croûte. Et ce qui est arrivé, c'est que par la suite, si vous suivez un peu le pointeur qui est ici, toute la portion supérieure de la croûte a été érodée. Érodé, ouais. Et Érosion en fait, différentielle quoi. voilà. Et là, les roches magmatiques des montérégiennes sont plus résistantes à l'érosion que Ouais, les roches sédimentaires aux alentours, d'accord, ce qui fait qu'elles ressortent comme ça dans le paysage. Et d'accord. ça, ça donne justement les fameuses montérégiennes. Dans certains cas, ce sont des parcs. Dans certains cas, on a fait une carrière. Dans le cas du Mont Saint-Hilaire, par exemple, il y a une carrière avec plusieurs centaines d'espèces minérales qui sont souvent uniques au monde. Et dans le cas de certains autres montérégiennes, ben, ça va être des centres de villégiature, centres de ski. Donc, elles ont une place spéciale dans le portrait régional, Dans je le pourrais dire. paysage, oui. Ouais, et même, là, on ne le voit pas sur la carte ici, mais l'autoroute entre Sherbrooke, que vous voyez ici avec mon Oui. pointeur, et Montréal, c'est l'autoroute 10. Et quand on prend l'autoroute 10, on voit vraiment la différence entre le paysage appalachien et le paysage des basses-terres. C'est vraiment, le paysage change quand on passe d'une province géologique à l'autre. Et ça, c'est quand même intéressant de mentionner. Ah oui.
Il faut le mentionner, on n'a pas le choix. Au Québec, on a la chance d'avoir des traces d'impact météoritique de plusieurs périodes géologiques. Et vous voyez la liste ici. Bon, il y en a plusieurs. Peut-être que certains géologues avertis connaissent déjà le cratère de Manicouagan qu'on voit ici dans la province du Grenville, ou bien le cratère de Charlevoix, qui sont des plus gros cratères qui ont une forme un peu complexe, comme on voit ici sur le schéma, là, avec une portion qui est en anneau, une dépression avec une remontée centrale, un pointement central. Mais on a aussi d'autres lacs qui ont d'autres formes, incluant, je vais en reparler là, dans quelques instants, le cratère du Nouveau-Québec, qui est tout à fait dans le nord de la péninsule de Québec-Labrador. Et donc, près de Québec, ou entre Québec et le fjord du Saguenay, il y a l'astroblème, ce qu'on appelle l'astroblème de Charlevoix, qu'on voit très, très bien ici sur les cartes topo. Il y a à peu près la moitié qui est située sur le bouclier canadien, donc dans le Greenville ici, et l'autre moitié qui est dans le fleuve Saint-Laurent. Et il y a même une petite portion, on le voit un peu ici, il y a une toute petite portion qui est située d'ailleurs dans la plateforme du Saint-Laurent, ce qui fait qu'on a à la fois des roches du bouclier canadien et aussi des roches calcaires de la plateforme du Saint-Laurent qui ont été affectées par cet impact météoritique. Sur quels critères peut-on affirmer que ces astroblèmes sont bien liés à des chutes météoritiques? On a des cônes de percussion, on a des quartz choqués, qu'est-ce qu'on a? Roulement de tambour. Et là, j'avais gardé le punch, ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça, c'est qu'on a trouvé plusieurs indices. Ben évidemment, la topographie, ici, on voit dans le milieu le mont des Éboulements qui est vraiment la portion centrale. La rivière du Gouffre qui coule près du village de Baie-Saint-Paul ici et la rivière de la Malbaie, ce sont deux rivières qui coulent dans l'espèce d'anneau, la dépression qui est autour, comme ça. Et en plus, dans les années 60, je crois, 70, on a trouvé des shatter cones, donc des cônes de percussion qui sont, comme on voit ici, des superbes spécimens dans les calcaires de la plateforme du Saint-Laurent, des roches qui vont être mieux imprégnées par ce genre de structure-là. On a trouvé aussi à l'échelle microscopique des quartz choqués, donc on commence à se douter là, que c'est pas mal un cratère d'impact. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à récemment, il avait été daté au Dévonien, je crois, donc 360 quelques millions d'années. Et là, depuis quelques années, on suggère que ça pourrait être plus ancien, même à la fin de l'Ordovicien, donc 440-450 millions d'années avant aujourd'hui. Les datations sont encore en cours, mais si jamais on confirme que l'impact daterait de la fin de l'Ordovicien, si vous vous souvenez, on a parlé d'une extinction biologique à la fin de l'Ordovicien. Il y en a même qui pensent que ça pourrait être relié. Mais d'ici là, je dirais que c'est encore en discussion. Et le dernier exemple que je voulais mentionner, il est très, très intéressant. C'est le plus jeune cratère d'impact au Québec et un des plus jeunes au monde. Il est tout petit par rapport aux autres qu'on vient de mentionner. Un diamètre d'à peine 3,5 km. Il s'appelle le cratère des Pingaluit au nord, donc dans la péninsule d'Ungava, au Nunavik. Et on l'appelle l'œil de cristal. Pourquoi? Parce que le cratère est occupé par un lac qui fait environ 265 mètres de profondeur et pour lequel les eaux sont extrêmement cristallines, claires. Il n'y a presque pas de matière organique dissoute. Il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas de rivière qui arrive au cratère, il n'y a pas de rivière qui s'en échappe. Il y a très peu d'échanges avec les eaux souterraines puisqu'on est dans le nord, donc on est en zone de pergélisol, le sol qui est gelé. Et ça fait en sorte que finalement, c'est comme un gros bol à salade qui reçoit les eaux de pluie et les eaux du lac sont extrêmement cristallines et pures. Il y a une population de poissons qui y vit, qui a probablement été installée là lors de la fin du dernier épisode glaciaire. Bon, bah, je vais te laisser parler avec Fabrice parce que vous avez, je pense, beaucoup de choses à échanger. En tout cas, merci et puis on se retrouve pour tes travaux. Ben oui, ça fait plaisir. Un grand merci, Frédéric, parce que bah, là, franchement, moi, ça y est, je l'ai, mon sujet de l'année prochaine. Ben voilà, quand est-ce que tu viens? faut venir ici. Mais, ouais. Et je comprends maintenant, parce que nous, c'est Orléans. Orléans travaille beaucoup avec le Québec.
OK. Avec la fac d'Orléans. Et j'ai pas mal d'étudiants qui sont partis à Orléans et ensuite, directement, ils sont allés en stage au Québec. Et je comprends complètement pourquoi. Parce que c'est la problématique des géoressources. OK. Ouais. Et là, ce que tu nous as donné, visiblement, là, il doit y avoir tout ce qu'il faut en termes de minerais là, dans ce secteur. Oui, exact. Et j'ai même pas eu le temps, pardon, excuse, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a des diamants aussi, oui, les gisements d'or, il y a de l'uranium ailleurs, je dirais, dans l'ouest du Canada. Mais oui, les géoressources, gros domaine au Québec et au Canada en général, je dirais. Là. Alors, je continue. Par contre, évidemment, c'est pas trop la fête du pétrole, du coup, là-dedans, et du gaz. Vous en avez au large? Comment ça se passe? Ben, il y a le contexte. Il y a pas nécessairement, dans certaines provinces atlantiques, il y a déjà eu des mines de charbon dans les provinces du Maritime, donc dans l'est du Canada. Il y a aussi des gisements offshore, donc il y a des gisements au large de Terre-Neuve, par exemple, la province qui est la plus à l'est du Canada, Terre-Neuve et Labrador. Donc, il y a un contexte géologique qui suggère qu'il pourrait aussi avoir des dépôts, des gisements gaziers pétroliers, par exemple, dans le golfe du Saint-Laurent, au large des îles de la Madeleine ou au large de la Gaspésie. Mais c'est un dossier qui est quand même, point de vue environnemental, acceptabilité sociale, c'est pas. Disons que le Québec, historiquement, n'a jamais vraiment été une province productrice de gaz et pétrole. On a la chance d'avoir de l'hydroélectricité beaucoup ici, donc ça a moins été une nécessité de développer cette filière-là. Alors, je vais te donner envie de venir en France parce que tout près de chez moi, là, à Chalonnes, il y a un garage Peugeot et derrière, il y a le contact Ordovicien Sup Silurien. Oh my God, l'équivalent d'Anticosti. Ben oui, il faut que j'aille là. Je vais prendre une photo. Puis... Okay. Alors, le site est protégé grâce au propriétaire du garage, mais c'est accessible. Alors, c'est moins riche en fossiles que ce que tu nous as présenté. Pour info, on en a un, nous aussi, Astroblème. Yves le connaît bien parce qu'il l'a présenté et j'y vais dans 2 semaines. Là, je vais le montrer aux étudiants. C'est à Rochechouart, mais c'est un truc de 200 millions d'années, donc c'est un gamin, désolé. Tu vois, parmi les anciens collègues de Géosciences, de Géosciences Paris-Saclay à Géops, j'avais des collègues planétologues et qui incluaient justement des chercheurs qui étudiaient les astroblèmes et j'avais entendu parler de Rochechouart déjà par ces collègues-là. Il y en a un. Non, franchement, là, ce que tu nous as présenté donne énormément envie. Comme Yves te l'a précisé, j'y vais dans 3 semaines. Là, je vais montrer les roches les plus vieilles de France, 2,1 milliards d'années. Donc, encore une fois, des gamines. Ça, c'est dans l'ouest, c'est en Bretagne, hein, c'est ça? Alors, on a deux gisements, on a 2 régions qui sont concernées par ça. Il y en a une, c'est en Bretagne. Alors là, j'emmène les gens de l'APBG là-bas à la fin du mois de septembre. Et le deuxième site, c'est en Normandie, donc sur la presqu'île du Cotentin. Voilà. Wow, joli. Et puis autrement, si j'avais une question qui est... Alors, parce que moi, je suis le responsable du patrimoine géologique là, pour les Pays de la Loire. Donc nous, on a un découpage régional. Et on est dirigé, entre guillemets, par le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Là, les sites que tu nous as présentés, justement, tu as expliqué tout à l'heure que les Inuits avaient mis en place un système de protection là, de certains gisements, là, ceux qui étaient riches en fer, parce que il commence à y avoir de l'abus, quoi. Comment ça se passe au Québec, justement? Est-ce qu'il y a une politique d'abord d'inventaire de tout le patrimoine géologique, avec bien sûr les sites que tu nous as présentés? Est-ce qu'il y a un système de protection? Comment ça se passe? Parce que tu as évoqué l'UNESCO, mais l'UNESCO, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à protéger les sites. Hein. Ils peuvent les mettre en valeur, mais pour les protéger, c'est un peu plus compliqué. Comment ça se passe? Je sais que dans le cas de Miguacha, c'est associé à un parc qui fait partie du réseau des parcs gérés par le gouvernement du Québec. Donc, il y a des interdictions de certaines activités industrielles, commerciales dans la région. C'est la même chose qu'ils ont fait pour Anticosti. Ils ont mis en place je ne sais pas s'ils appellent ça une société de protection, mais il y a eu le gouvernement du Québec en partenariat avec les gens de la place, en partenariat avec même les Premières Nations qui historiquement vivaient dans les environs, ont
se sont entendus pour qu'il n'y ait pas de développement industriel ou commercial dans la région. Et aussi, il y a tout un réseau dans le nord du Québec. Il y a maintenant un réseau de plusieurs parcs, des parcs nationaux, donc qui sont associés à la Société de gestion des parcs du Québec et dont le mandat de gestion a été confié à des communautés autochtones, Inuits, par exemple. Il y a 3-4 parcs dans le nord du Québec qui sont gérés de cette façon-là. Mais je dirais que il y a un projet, effectivement, là, je viens de m'en souvenir, il y a un projet de géoparc pour l'astroblème de Charlevoix que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, le système de géoparc, c'est aussi, je crois, en collaboration avec l'UNESCO, mais c'est un modèle, entre guillemets, un modèle d'affaires un peu différent. Ça commence, mais je dirais qu'en général, historiquement, au Québec, c'était un paysage où il y avait beaucoup de ressources minières, entre autres, où les compagnies venaient prélever, puis il n'y avait pas nécessairement je dirais, de désir de s'approprier de ce patrimoine-là. Alors que là, depuis quelques décennies, on sent que le gouvernement, la population veut davantage être consulté dans ce genre de dossier-là. Et bien, justement, là, tu montres la carte géologique du Québec. Il y a encore beaucoup de sites à découvrir et qui sont, parce que là, on ne le perçoit pas avec une carte comme ça, à cette échelle-là, mais l'accès au territoire, au-delà du 49e ou 50e parallèle, c'est très compliqué. Les routes ne vont pas jusqu'au Nunavik. Et donc, il faut y aller par avion ou par bateau, puis ça prend une éternité. Donc, l'accès au territoire est quand même difficile, avec des contraintes logistiques et financières évidentes. Alors nous, auparavant, c'est vrai que c'était également géré beaucoup pour la biologie avec les parcs naturels. Hein. Et c'était une des questions qui avait été posée, c'était que pour faire un aménagement de qualité et pour être sensibilisé aux zones géologiques les plus intéressantes, il fallait savoir où elles étaient. Et c'est pour ça qu'en France, là, depuis 2000 jusqu'en 2011, là, on a lancé un grand inventaire national avec une répartition par région. Et donc, cet inventaire, il n'est pas terminé, hein, il est poursuivi après, mais voilà. Et après, après l'inventaire, il fallait classer les zones les plus sensibles et les plus importantes. En tout cas, merci, mais je vais te relancer sur la suite, parce que j'ai vu le programme derrière. J'adore les formations superficielles. Et c'est vrai que là, c'est un autre aspect, justement, quand on voit le territoire. Tu as parlé des problèmes d'accessibilité. Bah oui, à cause du froid. Si les astroblèmes, tout ça, sont visibles aussi, c'est qu'il y a une raison. Hein. Les roches sont anciennes, bien sûr. Elles ont subi plus d'accidents que les nôtres. Mais il y a aussi la préservation de tout ça. Et quand on regarde les photos aériennes de ce secteur, on voit des lacs partout. On voit aussi des stries allongées. Alors, tout ça, c'est lié à quelque chose que nous, on n'a pas trop en France. C'est les environnements glaciaires. Nous, on est plus en périglaciaire, sauf bien sûr si on va dans les Alpes, les Pyrénées ou le Massif central. Mais nous, dans le 49, par exemple, le Maine-et-Loire, c'est la zone où on est là. On a des polygones de gel dégel qui sont conservés. Voilà. Mais c'est tout. On n'a pas tout ce que tu as. Alors, j'imagine que tu vas nous présenter la suite là. C'est un peu ça le but, ouais, de présenter la suite. Ouais. Merci Fabrice de ton intervention. Frédéric, c'était génial. On a beaucoup de réactions magnifiques. Tu as fait un teasing fantastique de la géologie du Québec qui donne apparemment très très envie aux gens. Moi, en plus, ça a réveillé pour moi quelques jolis souvenirs.